Merci d'être resté avec nous. La soirée se poursuit, la discussion aussi sur ce thème passionnant, crucial même, la place des personnes intersexes dans notre société, la prise en compte de leurs ressentis, de leur identité, de leurs souffrances aussi. Bref, c'est un sujet vaste et complexe. On va essayer d'y voir clair, bien sûr, avec nos invités. Je vous les présente. Priorité aux dames. Doris Butignol, la réalisatrice de ce documentaire, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, Benjamin Moron-Puech, enseignant-chercheur en droit au laboratoire de sociologie juridique à l'université Panthéon-Assas et je rajoute quand même spécialiste des minorités sexuées et de genre. Et derrière son ordinateur, avec son téléphone portable, Christophe Desportes-Guillou du groupe Action Gay et Lesbien Orléans-Loiret, pour lequel vous êtes le référent prévention des discriminations anti-LGBT+. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Doris, j'ai envie de vous poser la première question. J'ai envie de savoir où en est Jean-Pierre, où en est sa requête. Jean-Pierre va bien, je crois qu'on peut dire ça, Benjamin. Évidemment, le processus du film a pour lui été une étape très particulière dans sa trajectoire, puisque ça a été le moment où finalement il a été adressé sa cause et donc où il a exposé son identité et son existence publiquement. Il avait de l'appréhension par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en novembre dernier, je crois que quand il y a eu les premières diffusions du film, finalement, tous les retours ont été très positifs et ça l'a conforté dans le fait que oui, il était à ce moment de sa vie où il souhaitait rendre témoignage de ça pour mettre en lumière effectivement les enjeux qu'on développe dans le film, qui sont les chirurgies de réassignation sexuelle, qui sont pratiquées sur les enfants intersexes très jeunes. Et donc ce débat finalement de la place des personnes intersexes dans notre société. Ouais. Ça donne quoi au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme? C'est en cours? Alors, l'affaire a été introduite dans les 6 mois après la décision de la Cour de cassation le 4 mai 2017. Ouais. Un certain nombre... Ça commence à faire. Ouais. La requête a été communiquée au gouvernement français avec une liste de questions durant l'été 2020. Ouais. Un certain nombre d'organisations, d'ONG, dont par exemple la Ligue des droits de l'homme ou la Fédération internationale des droits humains que j'ai représentée, ont présenté des observations à la Cour. Le gouvernement français a présenté des observations à la Cour sur cette affaire, peut-être j'en dirai un mot tout à l'heure, et là maintenant il appartient aux avocates et avocats de Jean-Pierre de répondre au gouvernement français. Donc je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, la Cour devrait rendre sa décision dans cette affaire. D'accord. Alors, vous l'avez dit Doris, Jean-Pierre, il a parlé de sa situation et finalement, en parlant de sa situation, il a mis ce sujet sur la place publique. On est d'accord que les personnes intersexes, finalement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, parce que c'est quelque chose finalement qui se passe dans l'intimité et on est intersexe, mais on ne le dit pas forcément. Bien sûr, parce que ça fait partie de l'intimité. Comme vous dites, la raison pour laquelle Jean-Pierre a porté son histoire en justice, c'était pour pouvoir lui-même se sentir enfin en phase avec son identité ressentie et son état civil qui lui a toujours été, enfin que lui a toujours perçu comme une distorsion de la réalité de son vécu, et parce que sa rencontre avec Benjamin et Mila, son avocate, ont fait que dans son esprit, finalement, ce projet a mûri et que lui était à ce stade de sa vie et de l'acceptation de son identité qui lui permettait aussi de poser cet acte-là et de pouvoir assumer ce qui arrivait derrière, c'est-à-dire des années de procédure. C'est très lourd quand même. C'est extrêmement lourd. J'ai envie de vous poser cette question à vous, Christophe. On l'a dit, on l'a vu dans ce documentaire, mais être une personne intersexe, ce n'est pas être une personne transgenre, ce n'est pas choisi, c'est un fait et c'est purement biologique.
Oui, alors, à vrai dire, les personnes transgenres, c'est pas un choix non plus. Ouais. Les personnes transgenres, d'ailleurs, elles se définissent transgenres un peu par, comment dire, c'est un constat. Elles ont été identifiées comme filles à la naissance, par exemple, et elles ont la certitude d'être un garçon. Et donc leur histoire de vie, c'est d'être transgenre, mais parfois certaines de ces personnes transgenres ne se définissent plus comme transgenres une fois qu'elles ont, comment dire, qu'elles sont arrivées à une situation à la fois juridique, éventuellement physique, qui correspond à leur ressenti. D'accord. Mais on est d'accord qu'une personne intersexe, dans les définitions qui sont données, c'est une personne qui a connu une variation du développement sexuel. Et ça peut prendre plein de formes très différentes. Oui, tout à fait. C'est vraiment une des variations possibles. Je crois que dans le film, c'est Ariane Giacobino qui en parle. Et on a vraiment affaire à une sorte d'éventail de variations de développement sexuel possibles. Et les personnes intersexes sont peut-être une sorte de secteur dans ces variations possibles. Exactement. Alors, c'est d'ailleurs difficile à quantifier. Il y a plein de chiffres qui sortent. On vient d'en afficher un, justement. Parce que finalement, qui dit à la naissance, bah, mon enfant est intersexe? On n'a aucune donnée fiable, finalement, sur ce sujet-là. Si? Alors, dans les deux, en fait, à la naissance, c'est au niveau de l'appareil génital des enfants que on peut diagnostiquer ou identifier effectivement quelque chose qui serait de l'ordre de l'hermaphrodisme ou du pseudo-hermaphrodisme, enfin en tout cas des variations justement par rapport à une forme de norme établie qui, elle aussi, est tout à fait questionnable, puisque, effectivement, la généticienne, Madame Giacobino, qu'on a été interviewée pour les besoins du film, nous expliquait que même dans, on va prendre le stéréotype de l'homme hétérosexuel, masculin, cisgenre, voilà, il y a une infinité de variétés par rapport à ces organes sexuels. Ouais. Oui, ça, je crois que c'est important d'insister là-dessus. C'est que la variation, elle ne concerne pas que les personnes intersexuées. Voilà. Et c'est pour ça que, pour ma part, j'ai beaucoup de mal avec l'expression que vous avez utilisée, variation du développement sexuel ou variation des caractéristiques sexuées, qui est pour moi une sorte de faux-nez d'une pathologisation qui n'ose plus s'afficher. On ne dit plus désordre du développement sexuel. Hop, on a enlevé désordre, on a mis variation à la place. Mais l'idée qui sous-tend l'expression, elle reste là, c'est celle d'une variation qui serait différente des autres variations qu'on pourrait pointer du doigt. En réalité, chez les personnes catégorisées comme mâles ou femelles à la naissance, il y a une infinité de variations en termes de texture, de longueur, de taille. Et cette variation, on la retrouve également pour les personnes qui sont catégorisées par les professionnels médicaux comme intersexes, parce que, par exemple, l'organe génital externe est trop petit pour être considéré comme une verge, et il est trop gros pour être considéré comme un clitoris à la naissance. C'est une des formes d'intersexuation possibles. Sachant qu'il y a, vous le dites, c'est une des formes, il y a aussi une intersexuation qui peut se manifester plus tard aussi dans la vie de ces personnes, à la puberté par exemple, parce que ça peut finalement être décelé beaucoup plus tard et se manifester plus tard. Tout à fait, une personne qui n'a pas ses règles à la puberté et se rendre compte à ce moment-là qu'effectivement, elle présente des traits intersexes. C'est ça, et finalement, il y a un désordre à l'intérieur qui n'est pas forcément visible. Ça peut aussi être ça. À nouveau, c'est le terme. Pourquoi un désordre? C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a souhaité questionner dans le film à travers la trajectoire de Jean-Pierre, c'était la binarité. C'est-à-dire, on est sur une construction culturelle, sociale et politique où le corps, l'épistémologie du corps sexué, c'est une épistémologie politique et donc où on assigne des rôles et des performances à des corps, mais sans aller voir dans le détail finalement comment ces corps fonctionnent de façon intime, que ce soit au niveau hormonal ou endocrinien ou je ne sais ce qu'on pourrait encore explorer à ce niveau-là. Et que ça, il faut bien comprendre que ça, c'est une construction
artificielle, finalement, qui vient recouvrir une réalité du vivant qui est beaucoup plus complexe et qui n'est pas normative par essence, enfin en tout cas, parce qu'on va trouver dans d'autres cultures, il y a eu des cultures où c'était des fonctionnements de société non binaires et ça ne causait pas de problème. Donc, effectivement, les intersexes sont une catégorie qu'on a définie par rapport à la binarité, mais en tout cas, moi, je ne dirais en aucun cas qu'il s'agit d'une anomalie ou d'une pathologie. Non, ça c'est clair que c'est entendu, que ce n'est pas une pathologie. De fait, ça a toujours existé. Toujours. Toujours. On parlait d'hermaphrodisme tout à l'heure. C'est une expression qu'on trouve au XIXe siècle, y compris dans la littérature. Je vous ai ramené un ouvrage, Modernité hermaphrodite, art, histoire et culture, de ma collègue Magali Lemins, et qui rappelle à quel point l'adjectif hermaphrodite était d'un usage courant au XIXe siècle dans les milieux littéraires, critiques, historiques, et qu'il était utilisé parce que derrière, il y avait une réalité humaine qu'on appelait à l'époque hermaphrodite. Aujourd'hui, on a changé de vocabulaire. Mais qui était bien tangible. Et ça existait tout le temps. Ce qui a changé, ce sont l'entreprise un peu folle d'éradication de l'intersexuation. Mais alors, ça change à quel moment, justement? Alors, quand on a préparé cette émission, Doris, vous me disiez, mais avant, on observait que ça existait, mais on en faisait peu de cas, en fait. Oui, c'est-à-dire que quand on a fait les recherches pour le film, et Benjamin nous en avait parlé aussi, par exemple, dans les états civils, on pouvait trouver les mentions fils 2, fille 2, hermaphrodite 2. Et donc, c'était couramment accepté, en tout cas, et dans le monde, en tout cas dans les milieux de la campagne. Ça, c'est Vincent Guillot, qui est un porte-parole connu de la cause intersexe, qui nous racontait ça, que finalement, dans les campagnes, comme les gens qui vivaient à la campagne voyaient que dans le monde animal aussi, tout n'était pas parfaitement binaire. Ce troisième genre ou cet autre genre était accepté et occupé. D'ailleurs, on le retrouve dans certaines expressions. Big Book. Big Book. Voilà, Big Book. Je crois que c'est une expression bretonne. Il est Big Book ou elle est Big Book. C'est-à-dire voilà, un peu des deux, quoi. Et c'est des personnes qui occupaient certaines fonctions de médiation dans la société. Par exemple, en Bretagne, on retrouvait les marieuses pouvaient être des personnes ou intersexes ou transgenres ou travesties, et comme elles appartenaient des deux genres identifiés ou dominants ou institutionnalisés, elles étaient en position de médiation. Ce qu'on retrouve aussi dans les cultures, par exemple dans les cultures indiennes, moi j'ai beaucoup séjourné dans les cultures indiennes où on a les Two-Spirit People, qui sont donc les personnes qui ont les deux esprits, masculin et féminin, et qui donc sont considérés comme des guides, des médiateurs ou des leaders, parce qu'ils sont à même de comprendre tout ça. Et d'intercéder justement entre les deux parties. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les personnes intersexes, ce « i » de intersexe, on le retrouve dans les collectifs de défense des personnes LGBT+, IQ, etc. Christophe, ça vous semble normal que ce soit vos collectifs à vous, vos associations à vous, qui défendent les droits de ces personnes-là? Alors, normal, je ne sais pas, c'est un peu l'histoire qui fait ça, en fait. Je crois qu'au début, on était un peu là pour défendre, on va dire, la plus grosse des minorités sexuelles. C'était plutôt les personnes homosexuelles. Et puis, maintenant qu'on a pas mal avancé sur la question de l'homosexualité dans nos sociétés, ce sont des minorités moins importantes qui nous occupent beaucoup. En ce moment, c'est de manière très massive la situation des personnes transgenres. Dans notre association à Orléans, on reçoit des gens tous les jours, on est ouvert tous les jours, et le premier public actuellement, c'est le public transgenre. C'est-à-dire des personnes
qui s'identifient comme étant de l'autre genre. Donc, on n'est pas dans la question de la non-binarité, là, mais de l'autre genre que le genre qui leur a été assigné à la naissance. Et puis, encore plus minoritaire que la population transgenre, enfin, en tout cas, on en a l'impression pour le moment, ce sont les personnes intersexes. Donc, peut-être qu'on a une compréhension qui fait qu'en fait, on va s'occuper des personnes homosexuelles, des personnes transgenres, des personnes intersexes, et qu'elles vont rejoindre en fait nos différents collectifs. Et est-ce que dans les personnes transgenres que vous accompagnez, il y a beaucoup d'intersexes? Alors, c'est un vrai sujet. Nous n'avons personne qui soit venu dans notre association à Orléans en nous disant « je suis intersexe ». Voilà, ça va peut-être arriver. Mais ça n'est pas arrivé encore. Par contre, parmi les personnes qui sont venues nous voir en nous disant on s'est trompé de genre quand on m'a mis sexe féminin dans mon acte de naissance, des personnes qui se définissent plutôt comme transgenres, en fait, en avançant avec elles, on s'aperçoit qu'elles ont effectivement au niveau de l'expérience intime de leur genre, quelque chose qui ressemblerait à une transidentité. Mais peut-être dans leur histoire biologique, on est dans une variation plus forte, je ne sais pas comment dire ça, une variation plus forte du développement sexuel qui les rapproche vraiment de la catégorie intersexe. En fait. Benjamin ? Les deux, en fait, qualités de transgenre et d'intersexe peuvent tout à fait être cumulées puisqu'elles ne se situent pas sur le même plan. La personne transgenre, c'est par rapport au genre qui lui a été assigné à la naissance parce que cette mention du sexe à l'état civil, il faut bien voir qu'elle est corrélée au genre du prénom. Si vous appelez votre fille Béatrice et qu'elle a un sexe masculin, l'officier d'état civil va vous dire non. Donc en réalité, cette mention du sexe, elle donne aussi un genre. Donc si on vous donne une assignation de genre à la naissance qui ne vous correspond pas à votre identité de genre, vous êtes effectivement transgenre. Mais par ailleurs, peut s'ajouter un problème d'assignation du sexe, c'est-à-dire qu'on vous a forcé la main à rentrer dans la catégorie des hommes parce qu'on a mis un petit coup de bistouri pour que votre zigounette, elle ressemble à la norme médicale. Et donc, les deux qualités de personnes intersexuées et personnes transgenres peuvent tout à fait se cumuler. On fabrique aussi par ces opérations des personnes transgenres. Ça, il faut le signaler. C'est qu'on augmente la catégorie naturelle des personnes transgenres. Elle se trouve accrue par ces opérations massives de tentatives d'éradication de l'intersexuation. Exactement. Ça, on va en reparler assez longuement justement de ces opérations parce que c'est vrai qu'on l'a vu, Jean-Pierre se bat, lui, pour qu'on appose la mention sexe neutre à son état civil, mais derrière ça, il y a forcément des enjeux assez important. Et bien sûr, la binarité, c'est cette règle établie, et c'est ça qu'on a du mal à faire exploser finalement. Complètement. Je crois que, d'ailleurs, tout à l'heure, on n'a pas vraiment répondu à votre question. Quand vous dites à quel moment ça change au moment où la médecine commence à pouvoir intervenir sur les chirurgies de réassignation sexuelle, donc à pouvoir, dans leur perspective, à réparer, à normatiser les corps. Et ça, c'est quand ? C'est 1930 qu'il commence à avoir les outils techniques au niveau chirurgical et ensuite c'est systématisé à partir des progrès de la sexologie dans les années 50. C'est John Monnet qui arrive à légitimer ça au niveau de la sexologie, mais la technique chirurgicale, elle a déjà bien en place à partir des années 30 et sur les personnes transgenres, elle commence aussi en ce début de 20e siècle. Et pourquoi le médecin à l'époque se dit « tiens, je vais réparer si on ne lui demande pas » ? Ah, bonne question. C'est le paternalisme médical. C'est ça, c'est le biopouvoir. C'est-à-dire, on retrouve ça dans d'autres catégories médicales. C'est une personne qui se retrouve finalement en situation de toute puissance. Et qui sait mieux que les autres ce qui est bon pour elle. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, elle sait mieux que les autres qu'il n'y a qu'une voie de salut possible, c'est homme ou femme. La norme. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait justement du documentaire, ce moment où Bertrand Perrier explique, donc avocat à la Cour de cassation, explique, parce que peut-être qu'on vous a un peu perdu en parlant de binarité, en vous parlant de sexe, en vous parlant de genre. Bon, on écoute cet extrait et on en reparle juste après. De la fécondation jusqu'à la 7e semaine de vie intra-utérine, l'embryon est en fait pas différencié. Et c'est qu'à la 7e semaine qu'il va y avoir comme une gâchette, quelque chose qui va le faire se diriger vers une voie plutôt masculine ou vers une voie plutôt féminine.
Donc ça, c'est les deux extrêmes finalement, mais comme toujours en génétique, il n'y a pas de génome idéal ou de génome de référence. Et finalement, la génétique, on croyait jusqu'à il n'y a pas très longtemps qu'elle allait fixer cette norme en se disant XY c'est les hommes, XX c'est les femmes. Mais si on se met à zoomer dans les chromosomes, on se rend compte qu'il y a une myriade de petites variations possibles. Par exemple, les hommes avec des problèmes de fertilité peuvent avoir un petit fragment du Y qui manque. Mais on ne va pas décider que c'est des sous-hommes parce qu'ils ont moins du chromosome Y. C'était pas l'extrait qu'on c'était pas l'extrait qu'on voulait vous faire écouter. En revanche, il a au moins l'intérêt de bien résumer tout ce qu'on a dit au départ. On est d'accord. Bon, voici l'extrait qu'on voulait vous faire écouter, donc de Bertrand Perrier, avocat à la Cour de cassation et qui a bien sûr défendu le cas de Jean-Pierre Denis devant la Cour de cassation. Être intersexe, ça n'est pas une pathologie. On vit très bien intersexe. Et donc, la difficulté qui naît de cette binarité de l'état civil en droit français, homme, femme, qui épuiserait la réalité du genre humain, c'est que derrière cette binarité juridique se cache une binarité médicale. Et dire qu'il n'y a que deux sexes juridiquement, c'est dire aussi qu'il ne peut y avoir que deux sexes dans l'apparence physique. Et c'est justifié au nom de cet artifice que constitue la binarité des mutilations médicales. Donc c'est ça, on rentre des corps de force dans un sexe ou dans un autre parce que la société fonctionne de cette manière. Mais la société a toujours fonctionné avec un sexe féminin, un sexe masculin, ou je me trompe? C'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de siècles non négligeables, on n'a pas pu occulter le fait qu'effectivement naissaient des enfants qui ne correspondaient pas au mâle et à la femelle tels qu'on les connaissait. Mm-hmm. Donc nos savants, notre clergie moyenâgeuse, qui n'était pas du tout moyenâgeuse au sens illettré archaïque, mm-hmm. a identifié qu'effectivement il n'y avait pas que les hommes et les femmes. Et si vous prenez les traités religieux ou les traités médicaux, vous trouvez qu'il y a bien trois sexes, les hermaphrodites, les hommes et les femmes. D'accord. Alors évidemment, tout cela a été un peu retravaillé et un peu oublié, et on en est arrivé à l'idée que les hermaphrodites n'avaient jamais existé et qu'on pouvait tout à fait mettre tout le monde dans les catégories des hommes et des femmes. Mais de manière persistante, des médecins disaient « mais non, il y a vraiment des cas qui ne sont pas classables, il faut qu'on s'en occupe ». Et la réponse que certains de nos collègues proposent, à savoir le coup de bistouri, elle est très très aléatoire parce qu'on n'a aucune idée du devenir psychologique de ces enfants, et puis il va falloir mentir aux enfants, il va falloir que les parents mentent, et puis nous-mêmes, pour que les parents soient convaincus que leur enfant, il va falloir qu'on leur mente, et on ne peut pas leur mentir. Et donc ces tensions au sein du corps médical, suite à ces protocoles qui se sont mis en place, elles ont toujours existé, simplement le poids de l'opinion majoritaire les a écrasées. D'accord, mais là on parle du fait que les médecins ont certainement appuyé sur cette binarité, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la société elle est prête et elle est capable de se dire on envoie tout ça en l'air et on fait avec ce qu'il y a? Mais c'est pas, je pense que c'est pas dans ces termes-là. C'est pas question d'envoyer tout en l'air. Le monde va pas, la société va pas s'écrouler parce qu'on reconnaît l'existence d'un troisième genre ou d'un sexe neutre. Mm-hmm. Ça fait partie d'une évolution de la société qui irait à nouveau vers la reconnaissance et le fait d'autoriser ces personnes-là à exister telles qu'elles sont et de ne pas les obliger finalement, parce que peut-être que leur choix, comme ça a été le choix de Jean-Pierre, ça a été de refuser les chirurgies et finalement de vivre tel qu'il était né. Jean-Pierre n'a jamais eu de chirurgie et de réassignation. Donc on le voit aussi sur les tendances qu'on appelle gender fluid. Alors on voit ça plus, moi j'ai vu ça pas mal au Canada, où effectivement il y a un rejet de la binarité et de la norme. Et après tout, pourquoi est-ce qu'on doit identifier une personne d'abord par rapport à
son sexe, c'est-à-dire par rapport à une sexualité qu'on va projeter sur lui et pas dans ses qualités d'être humain. C'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans les travaux des anthropologues. On évoquait tout à l'heure avec Benjamin Bernard Saladin d'Anglure, qui a beaucoup travaillé chez les Inuits, au Nunavik et au Nunavut, et où voilà, l'existence d'un troisième genre a toujours eu sa place dans la construction de la société inuite et dans leur façon, dans leur rapport au monde. Mais ce qui est vrai, c'est que dans notre culture occidentale, si on a pu à un moment distinguer les trois sexes, en revanche, il n'y avait de place que pour deux genres. Alors la distinction sexe-genre n'est pas pensée comme ça, hein, mais il est vrai que le mariage reste fondamentalement quelque chose ouvert aux hommes et aux femmes. Après, on a une définition très large du mariage, ce qui fait que des personnes hermaphrodites, on va leur permettre de choisir l'un des deux sexes, c'est le terme utilisé à l'époque, et une fois que ce choix est fait, elles n'en sortent plus, mais elles ont accès à cette institution-là. Mais pour autant, on ne cherche pas à modifier leur corps. Mais en disant tout ça, pourquoi la Cour de cassation dit non à Jean-Pierre ? Parce qu'ils ont dénaturé la question que posait Jean-Pierre. Jean-Pierre demandait « Est-ce que je peux, s'il vous plaît, sur mon acte de naissance, mettre sexe neutre ?» Et la Cour de cassation s'est pris pour le législateur et s'est dit « En fait, on me demande de savoir si il faut reconnaître un sexe neutre pour toute la population. » Et donc là, tout d'un coup, elle s'est retrouvée un peu angoissée par cette question qui a suscité beaucoup de palpitations. Ils se sont dit, mais non, on ne peut pas statuer là-dessus. Et donc, ils ont mis ensemble des mots, ils ont eu l'impression que ça a fait un argumentaire, et puis ensuite, ils ont dit non. Mais en réalité, une des magistrates qui a participé à la décision le disait très bien lors d'une conférence à Lyon, il fallait qu'on trouve quelque chose pour rejeter cette demande, parce qu'effectivement, ils ne se sentaient pas légitimes. Pourquoi ils ne se sentaient pas légitimes ? Parce qu'ils ont dénaturé cette demande. Au lieu de répondre à la question individuelle, où il n'y avait pas besoin de se demander comment coordonner les textes, comment on allait faire pour toutes les règles qui dépendent du sexe, ils répondaient juste à la question qui leur était posée, et ils auraient pu tout à fait rendre une décision sans faire d'injustice. Là, en transformant la question, en disant « nous, on ne peut pas le faire oui. ». C'est le Parlement qui doit le faire. Et c'est la même chose qui est soutenue devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement français dit « les juges ont eu raison, ils ne pouvaient pas statuer là-dessus, c'était au Parlement de faire ». En faisant cela, ils commettent un déni de justice en disant « nous, on ne peut pas se prononcer sur ces questions-là, ça relève de l'office du Parlement ». Mais ce n'était pas ça qu'on leur demandait. On ne leur demande pas de créer une règle, on leur demande de statuer sur ce cas individuel. Est-ce que sur un bout de papier, on peut écrire neutre à la place de masculin ? Est-ce que la société française va s'effondrer ? Du coup, j'ai l'impression que dans l'équipe de Jean-Pierre, les choses ont été prises maintenant par un autre bout. Alors, pas dans l'équipe de Jean-Pierre, pardon, mais plutôt pour les personnes intersexes de manière générale. Et ça, Christophe, vous me le disiez quand on a échangé avant cette émission-là, il y a un consensus fort qui est celui d'arrêter les opérations sur les enfants. Et ça, c'est le combat, la priorité, c'est ça ? Oui, et puis on le voit dans le film, enfin on le voit très bien. Ce qu'on voit d'abord dans le film, c'est la violence qui est subie. On en parle à plusieurs reprises. Le docteur Mera parle de ce qu'il a fait et de ce qu'il ne fera plus. Des violences physiques, des violences psychologiques, tout ça est absolument injustifié puisque les gens vont bien. Et puis la violence du mensonge permanent. On entend à plusieurs reprises dans le film qu'on dit à des parents « la situation de votre enfant, c'est un cas unique ». Alors que ceux-mêmes qui disaient cela savaient que ce n'était pas un cas unique. Et donc, on culpabilise éventuellement les parents. Enfin, c'est un truc complètement fou. Enfin, c'est un film d'horreur, un peu. Pas le film qu'on a vu là, hein, mais l'histoire qu'on raconte à ces personnes. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un consensus pour dire qu'il faut arrêter ces opérations, on a parlé de mutilation et de torture hein, quand même. Bien sûr. Mais voilà, je crois que là-dessus, au moins, il y a un accord. Alors, je ne sais pas si... peut-être pas du corps médical, non. Mais en tout cas, du monde militant, c'est évident et alors, on voit arrêter ces mutilations. C'est vrai qu'on le voit dans le film, il y a des médecins qui s'opposent à ça en disant « Attendez, on n'est pas des monstres, attendez, on fait ça dans l'intérêt de l'enfant, des parents ». Ça représente quoi comme proportion ? Vous avez une idée de ce que ça peut représenter comme proportion dans le monde médical ? Est-ce que le monde médical, il est prêt à entendre ça et à changer ? C'est l'extrême majorité qui veut pas que ça change. C'est quand même la majorité encore. C'est-à-dire que Blaise Mera, c'est vraiment un précurseur. Ouais, un précurseur parce que effectivement, il a cette très grande honnêteté de dire voilà, moi je l'ai fait
en pensant bien faire. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire on ne savait pas. C'est ce qu'il dit, parce qu'aujourd'hui, lui, ce qui lui a fait faire son chemin de Damas, c'est que des anciens opérés, devenus adultes, sont venus lui restituer finalement ce qu'était leur vécu, et que c'est là qu'il a pris conscience que non, il n'y a aucune... Enfin, ces enfants sont bien portants, il n'y a aucune indication médicale à leur faire subir ce genre d'opération à un âge aussi jeune. Mais c'est l'injonction, parce qu'effectivement, quand l'enfant naît, les parents ont 3 jours pour le déclarer à l'état civil, donc avec la mention garçon ou fille. Donc c'est cette injonction qui fait que les parents ont la pression, que les médecins leur disent « Eh ben non, on va pouvoir réparer votre enfant, sinon sa vie va être terrible ». Alors peut-être qu'eux se sont quelque part convaincus de ça, mais j'ai quand même du mal à croire qu'aujourd'hui, avec toute... quand on a fait le débat dans l'espace bioéthique, c'est-à-dire que maintenant, avec tous les témoignages des personnes qui sont les premières concernées, c'est-à-dire les personnes intersexes, qui ont subi des mutilations, et le recul qu'on a sur cette question-là, il me semble que le corps médical ne peut plus tenir cette posture qui est une posture d'abus de pouvoir, quoi. Bah, pourtant, il a clairement encore du mal à l'entendre. Au niveau aussi... disons qu'il y a peut-être un recul nécessaire. Peut-être que toutes ces personnes-là qui ont subi ces chirurgies et qui en ont terriblement souffert, ce retour d'expérience, il est que là, maintenant, il y a peut-être un temps encore à leur donner à ces médecins pour qu'ils comprennent. Ça fait un petit moment. Depuis 1994, les premières prises de parole publiques. En France, c'est 2005, sur Arte, puis dans Le Monde 2009. Il y a régulièrement des prises de parole, mais elles sont identifiées comme des paroles d'extrémistes activistes et donc aussitôt reléguées en seconde zone. Et moi-même, quand je parle, c'est une expérience assez étonnante pour un universitaire. On enlève la casquette universitaire, on met une casquette militante et tout d'un coup, ce que je dis n'existe pas. J'ai beau dire, mais vous savez, c'est des droits humains, c'est-à-dire que c'est la première considération dans notre démocratie. La première chose qui doit guider votre action, c'est les droits humains. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, c'est la Constitution de 1958. J'ai beau expliquer ça ne sert à rien dans les débats parlementaires. Les arguments de droits humains ne figurent pas, il n'y a que des arguments médicaux. Et pourtant, la France a déjà été pointée du doigt à de multiples reprises en disant « attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Pareil, de ce côté-là, on n'entend pas non plus. Non, ça n'est pas pris au sérieux. Le Conseil d'État a fait un bon travail sur les mutilations génitales sur les enfants intersexes, mais il n'a par exemple pas du tout mobilisé ces recommandations des Nations Unies, parce que dans notre culture, on se prétend patrie des droits de l'homme, mais en réalité, sur le terrain, à l'Assemblée nationale, dans les institutions, les arguments strictement fondés sur les droits humains ne sont pas mobilisés et sont dévalorisés par rapport à d'autres types d'arguments. Mais je vois régulièrement des rapports, justement, du Sénat, de commissions spéciales qui se penchent sur ces questions et qui pourtant ont l'air de dire « il faut que ça avance ». Pourquoi ça n'avance pas sur les mutilations génitales ? Il faut que ça avance parce qu'effectivement, il commence à y avoir une prise de conscience plus large. Et j'espère que le film va contribuer à ça et l'action des associations. C'est-à-dire que, voilà, il y a effectivement, les activistes et les associations sont nécessaires sur le terrain, déjà pour porter ces faits-là à la connaissance du public, parce que la plupart des personnes, enfin, dans le grand public, c'est rare qu'une personne sache identifier une personne intersexe, une personne trans, voire d'un travesti. Et après, la question des mutilations génitales sur les jeunes enfants, elle est encore très méconnue du grand public, alors que ça concerne quand même des milliers d'enfants. Oui, les chiffres, moi, que j'ai fait une étude sur les données de santé qui sont produites par la Caisse d'assurance maladie, n'importe qui peut demander un protocole de recherche. Pour l'année 2017, on avait plus de 4000 actes illégaux sur des enfants de moins de 13 ans. Donc ça représente un volume énorme, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont impliquées dans ces actes médicaux est considérable. Et dès qu'il s'agit de passer des bonnes intentions, les rapports avec plein de bonnes intentions au concret, aux propositions là, tout de suite, ces membres du corps médical montent au créneau pour défendre
leurs intérêts, qui sont aussi des intérêts économiques. Mais il n'y a pas de famille qui se retourne contre les médecins, qui les attaquent et qui demandent réparation. Il me semble qu'il y a eu ça à un moment. Il y a plusieurs plaintes, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces plaintes, très souvent, sont faites après le décès des parents. C'est un peu comme dans l'affaire Kouchner, hein. Oui. C'est-à-dire que c'est une fois que la mère ou les parents sont morts, que là, on se dit, là, je peux me plaindre. Parce qu'avant, on ne veut pas les mettre dans des situations compliquées où ils peuvent être responsables, on a peur que ces parents soient poursuivis pour ces mutilations. Donc, on ne dit rien. Et c'est quand les gens meurent qu'on peut passer à autre chose. Mais là, on vous dit quoi? Ah, c'est prescrit. C'est prescrit, tant pis pour vous. D'accord, ok. Est-ce que la France, par rapport à d'autres pays, parce qu'il y en a beaucoup des pays qui ont été pointés du doigt pour ces chirurgies sur les enfants, et il y en a pas mal qui ont fait le nécessaire quand même. Nous, on est en retard, clairement? Alors, ça dépend toujours par rapport à quoi on se compare. Là, je te laisserai répondre, Benjamin, parce que tu es quand même beaucoup plus Ce qu'on constate effectivement au niveau de l'Europe, c'est qu'on a quand même des lois qui ont été prises ces dernières années ou des initiatives pour prendre des lois qui sont allées beaucoup plus loin que nous, qu'il s'agisse des Pays-Bas, qu'il s'agisse de Malte, qu'il s'agisse du Portugal, du Luxembourg, de la Belgique. La Belgique a adopté la semaine dernière une résolution pour engager le gouvernement à mettre en œuvre des règles pour interdire ces pratiques. Nous, reste qu'au stade des bonnes intentions, mais dès qu'il s'agit d'aller dans le concret, il n'y a plus personne. Et pire encore, la loi de bioéthique, de laquelle beaucoup d'associations attendaient le salut, la loi de bioéthique a révélé toute la pertinence du biopouvoir aujourd'hui en France, puisque que fait cette loi? Elle inscrit dans la loi la légalité de mutilation génitale intersexuelle. C'est-à-dire que c'est tout l'inverse. Alors, c'est là que je ne comprends pas, parce qu'il me semble qu'il y a eu, ces derniers mois, un moment, une volonté de légiférer, enfin en tout cas une volonté d'intégrer à ce projet de loi bioéthique la protection des enfants, et donc interdire ces chirurgies. Et il y a eu un volte-face. Alors la ministre au départ avait dit non, c'était à l'époque de Madame Buzyn, avait dit non, ce n'est pas une question bioéthique, ça ne soulève aucun problème éthique. Bon, très bien. Et puis finalement, devant la pression, elle a dit oui, si, ça quand même, je reconnais, c'est un problème bioéthique. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une absence de base juridique pour ces opérations et qui se sont dit, en fait, on va saisir l'opportunité d'une loi de bioéthique pour inscrire dans la loi ces opérations parce qu'on sait qu'elles sont très fragiles juridiquement et qu'on risque sinon des poursuites pénales contre les professionnels de santé. Donc c'est en tout cas l'analyse que je fais moi pour expliquer ce retournement. Donc vous voulez dire que ça a fait craindre à l'État français qu'on officialise ces opérations finalement et que tout le monde sache que y a des trucs pas très légaux qui se passent, quoi. Non, c'était pas ça. C'était plus ils ont vu qu'il y avait un problème qu'ils n'avaient pas vu auparavant et ils se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour régler ce problème? Eh bien, on va légaliser ces opérations. Ah oui, d'accord. Au lieu de rentrer dans un processus de justice pour, si vous voulez, mettre fin à cette violation massive des droits humains, au lieu de rentrer dans ce processus de justice, on a dit on va légaliser tout ce qui a été fait illégalement ces dernières années en disant non, mais il n'y a aucun problème de nécessité médicale, on peut intervenir sur le corps d'un enfant si ses parents sont d'accord, ça ne pose pas de problème. Même si c'est des opérations irréversibles, mutilantes, ça ne pose pas de problème. Christophe, vous qui militez avec votre collectif, est-ce que justement parce que depuis un an et demi, on est sur cette loi bioéthique et qu'on en parle beaucoup, est-ce que vous avez l'impression d'avoir des oreilles un peu plus favorables et de faire passer des revendications et qu'elles soient comprises et entendues? Alors, non, j'ai pas l'impression, en fait. Je ne sais pas dire, j'ai pas l'expérience de Benjamin Moron-Puech là-dessus. Je ne sais pas si c'est la volonté de protéger des intérêts, des choses comme ça, mais en tout cas, moi, on me parle de peur en permanence, quoi. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de binarité et de non-binarité, et je crois que ça crée encore, vous savez, dans les responsables politiques locaux, dans des gens comme ça, l'idée qu'on ne soit plus dans une situation binaire en termes de genre, ça leur semble à peu près impossible. Mais comme la non-binarité effraie tout le temps, en fait. Quand on parle d'expression de genre, là, pour le débat aujourd'hui, on est tous dans une expression de genre assez binaire. Dès que quelqu'un est dans une expression de genre très androgyne, ça crée de l'émoi, on le regarde, on s'interroge, on le trouve bizarre, queer, quoi.
et ça gêne la société. On a la même chose sur l'orientation sexuelle. Pendant longtemps, on se disait qu'il n'y avait que les hétéros. Après, on a découvert qu'il y a les homos, mais c'est devenu acceptable. Mais dès qu'on parle de bisexualité, on a l'impression qu'on est en train de tout brouiller. Que cette fluidité, tout à l'heure on parlait de gender fluide, mais cette fluidité, y compris sur l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui effraie. Alors, il faut être d'un côté ou de l'autre de la pièce, et là, la société est stable. Ouais. En fait, on s'aperçoit avec les personnes intersexes et avec les autres qu'on n'est pas dans cette situation. Exactement. Et qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Vous avez quand même envie d'être assez optimiste. Vous vous dites que il y a un moment on va entendre ça, il y a un moment ça va changer. De toute façon, on est en train de vivre une période de chaos, donc de changement. On voit que les piliers c'est ça, de ce qui avait constitué les fondements de la société occidentale, en tout cas, parce qu'après, ailleurs, ça peut se passer de façon différente. Ça ne fonctionne plus. Il y a toute cette remise en cause du patriarcat. On voit avec tout ce qui s'est passé, le mouvement MeToo, là, l'actualité autour des histoires d'inceste, c'est-à-dire que aussi, qu'est-ce qui a été préservé avec cette forme de déni et d'autisme autour des pôles masculins et féminins, c'est la domination masculine. Voilà. Après, je ne dis pas que tous les hommes sont des pervers ou des dominants, mais quand même, moi, je suis frappée par tout ce qui est en train de ressortir aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces abus encore sur des enfants qui sont perpétrés dans l'intimité. Et là, on peut vraiment s'interroger sur c'est quoi cette foutue norme, excusez-moi. Ouais. La famille est un lieu effrayant, quoi. Donc, je pense que ça, c'est par la force des choses, parce que la parole est en train de circuler, c'est en train de se déconstruire, et que donc il y a autre chose qui, ça va dans le sens de l'histoire, qui est en train de prendre place, comme Christophe le disait. Voilà, il faut se revenir 30 ans ou 40 ans en arrière et voir comment étaient traités les homosexuels et voir que finalement, heureusement, les choses avancent et les esprits s'ouvrent. Donc oui, moi je pense que les jeunes générations sont beaucoup moins clivées sur ces histoires et se sentent plus à l'aise finalement sur quelque chose qui est plus androgyne et moins normé, moins dans quelle que soit la performance qui est demandée, qu'elle soit masculine, féminine ou je ne sais quoi. Mais voilà qu'on sent qu'il y a des interrogations et on est en train d'essayer il y a autre chose qui est en train de se produire. Donc, oui, Mais nos élites ne sont pas prêtes, celles qui nous gouvernent en tout cas. Clairement, là, il y a eu 2 tentatives récemment sur la question des mutilations génitales. Dans la bioéthique, on en a parlé. On aurait pu dire, oui, mais c'est parce que c'est le tropisme médical, que la loi est portée par une ministre de la Santé. Il y a eu un amendement qui a été voté en commission sur le projet de loi sur le séparatisme. Alors, on pourrait dire quel lien entre le séparatisme et les... Oui, dites-nous, là, ça m'intéresse. C'est parce qu'il y avait une disposition sur l'excision. Et donc, le député Raphaël Gérard s'est dit, on va essayer de faire passer un amendement contre les mutilations génitales intersexes. Il est arrivé en commission, et puis en séance plénière, son amendement a été rejeté. Et l'article qui a été voté en commission est reparti sans la mention sur les intersexes. Donc, même en dehors d'un contexte médicalisant, on n'y arrive pas. Donc, ça montre vraiment qu'il y a un blocage. Et l'Assemblée nationale était beaucoup plus ouverte sur ce sujet-là que le Sénat. Donc je crois que ça ne viendra pas le changement du Parlement, ça viendra en revanche de la Cour européenne des droits de l'homme, à mon avis. Oui, puis le changement n'est jamais venu par le haut. Enfin, jamais les élites ont décrété. Le changement est toujours venu par la base, c'est-à-dire par le travail des associations, par la parole qui est... l'espace de parole qui est accordé aux gens et si on peut ouvrir les esprits, c'est dans la société et qu'après, c'est effectivement le Parlement suit et les lois sont obligées de suivre. Oui, mais sauf c'est que pas dans l'autre sens en général. C'est très rare dans l'histoire que ce se soit passé dans l'autre sens. En l'occurrence, à l'étranger,
En Allemagne, par exemple, ça a bougé quand même. Alors, je vous propose de revoir un petit extrait d'une trentaine de secondes qui nous explique justement comment l'Allemagne a clairement pris de l'avance sur nous. Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en décembre 2018 qui permet cette option du troisième genre, mais seulement si tu peux le justifier d'un certificat médical. Nous ne sommes pas du tout d'accord parce que, évidemment, cela doit découler d'un choix personnel. Nous sommes actuellement en train de nous battre pour créer une loi qui soit pour tout le monde et qui accorderait le choix du genre par autodétermination. Ça avance, du coup, ailleurs. Ça légifère aussi. Oui, mais ça avance justement parce qu'à l'origine de ce qui s'est passé en Allemagne, il y a un cas qui est exactement la même histoire que Jean-Pierre, d'une personne intersexe qui a été en justice et qui a essuyé toute une série de déconvenues et de refus jusqu'à ce que finalement il y ait... c'était quelque chose dans la constitutionnalité le fédéral, voilà, qui est porté à la fois par une personne et par une association, voilà. Dritte Option. Et là, ils arrivent avec un argumentaire fondé sur l'article 8, qui est l'article utilisé par Jean-Pierre, le droit au respect de la vie privée. Là, ils obtiennent gain de cause et il y a une injonction qui est faite au Parlement d'intervenir. Et c'est là où le Parlement intervient. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il interprète la décision de la manière la plus restrictive possible, ce que dit très bien la personne dans le film, pour essayer de détricoter la décision et avoir le moins de personnes qui puissent sortir de la binarité possible. Mais du coup, le fait que ça se passe en Allemagne, qui est en Europe, il y a un moment, ça va arriver jusqu'à nous. Oui, moi je suis optimiste de nature, donc... mais oui, j'espère bien, parce que on ne peut plus continuer à mutiler des milliers d'enfants. Benjamin disait 4000 en 2017, c'est beaucoup, quoi. Ça n'a pas de sens de continuer à faire ça. Donc il faut arriver à ce que ça change et à ce que ces enfants aient droit à avoir une existence normale. Et puis qu'après, arriver à la puberté, ils puissent faire les choix qui sont les leurs et qui vont... en fait, être du coup assumés pour la suite de leur existence et voilà, de sortir de cette fiction dans laquelle on les fait vivre, quoi. Christophe, vous êtes aussi optimiste que Doris ? Oui, je suis optimiste. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je regardais un petit peu la chronologie. La cassation dans l'affaire de Jean-Pierre Denis, c'est mars 2017, et c'est ce mois-là qu'en France, on a eu les décrets d'application de la loi sur la justice du XXIe siècle qui facilitent le changement d'état civil des personnes transgenres. Alors, on n'est pas sur la question des personnes intersexes, on est bien d'accord, mais néanmoins, depuis 3 ans, bientôt 4 ans, nous, on s'est aperçu, dans notre association, on a fait presque une trentaine de changements d'état civil pour des personnes transgenres. Et on s'est aperçu que, au-delà de simplement le changement d'état civil, ça permettait de parler du genre, ça permettait... Alors, on n'est pas encore à l'autodétermination, mais on comprend que ça relève quand même de la personne elle-même, de son expérience intime, hein, c'est ce qu'on dit dans les principes de Yagya Carta. Ça permet aussi de comprendre qu'on peut modifier l'état civil, et que l'état civil n'est pas quelque chose d'intangible. Et ça permet aussi de faire rentrer l'idée qu'on démédicalise la notion du genre dans l'état civil. Et donc je crois que ces différents éléments, ça me rend un petit peu optimiste sur le fait qu'on peut peut-être aussi avancer sur ces sujets-là pour les personnes intersexes. D'accord. Et que la Cour européenne des droits de l'homme, a priori, doit valider ça. Alors, il y a bien évidemment des moyens pour la Cour de ne pas rendre justice à Jean-Pierre. Il y a un moyen qui est la distinction entre les obligations positives et négatives. C'est un truc un peu technique, mais en gros, la Cour peut décider d'examiner l'affaire soit sous l'angle des obligations négatives, et là, c'est beaucoup plus dur pour la France de se sortir de ce mauvais pas dans lequel elle est mise, soit sous l'angle des obligations positives. Et là, c'est plus facile pour la France. Et le gouvernement français demande à la Cour, évidemment, d'examiner l'affaire sous l'angle des obligations positive. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est attention avec cette distinction des obligations qui n'est pas dans la Convention européenne des droits de l'homme et qui, depuis une quinzaine d'années, est utilisée par la Cour
pour limiter les droits des personnes transgenres d'une manière générale. Et à mon avis, la Cour a un peu instrumentalisé une de ses créations jurisprudentielles pour limiter la protection. Donc là, moi j'ai écrit à la Cour en disant attention, soyez consciente que cette distinction, aujourd'hui, elle est instrumentalisée dans beaucoup de décisions pour limiter les droits. Donc si la Cour est consciente, prend conscience dans cette décision que ce levier-là, il est vraiment dangereux, alors, comme elle sera consciente de ce biais-là, à mon avis, elle ne pourra pas faire autrement que dire oui, là, c'est bien une obligation négative, c'est-à-dire que l'État français, il force Jean-Pierre à avoir un sexe masculin. Il s'ingère, d'accord, alors qu'il n'a pas le droit de s'ingérer dans la vie privée. Et là, il y a des chances, sans doute, que la Cour condamne la France et qu'effectivement, les choses bougent et Jean-Pierre aura le droit à un deuxième procès. Il pourra C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui se passe ensuite si la Cour européenne des droits de l'homme lui dit votre requête est juste, faut y retourner? Eh bien, depuis la loi justice du XXIe siècle, qu'évoquait tout à l'heure Christophe, il y a la possibilité d'obtenir une révision des décisions qui ont été rendues décisions qui ont été rendues et qui ont ensuite fait l'objet d'une condamnation de la France. Et donc là, la Cour de cassation devra manger son chapeau et réexaminer enfin sérieusement cette demande telle qu'elle était formulée, c'est-à-dire une demande individuelle. D'accord. Ouais, Doris, vous... Oui, moi je souhaite que Jean-Pierre puisse aboutir évidemment dans sa démarche, parce que c'est vrai que c'est une demande individuelle, mais qu'à la fois elle est chargée évidemment de sens collectif et qu'il ne l'a pas fait que pour lui, il l'a bien fait en ayant pris conscience de tous ces enjeux-là et en ayant décidé que lui pouvait être... c'est pas un lanceur d'alerte, mais c'est un ouvreur de porte, quoi. Et c'est quelque chose qu'il porte facilement sur ses épaules? Mais évidemment, ça, je ne peux pas répondre à sa place. Après, moi, je trouve que Jean-Pierre, c'est un être humain formidable, qui a une énorme bonté et un rapport au monde très, très généreux. Et que c'est ça qui fait qu'il est capable de donner ça, quoi. C'est quelqu'un... C'est une très belle personne, quoi. Merci beaucoup. On va finir justement sur ces mots. Vous dire également que malgré ces trois experts, ces invités qu'on a été ravis d'avoir avec nous, nous avions lancé une invitation auprès du collectif Intersexes et Alliés et notre proposition a été déclinée. Voilà pourquoi il n'y avait pas de personnes intersexes sur notre plateau. Chacun de vous, je vous remercie infiniment d'être venu ici parler de ce sujet très très important. Espérons que les choses bougent. Je vous renvoie vers le site internet de Doris Butignol pour voir tous les autres films qu'elle a pu faire. Je vous renvoie également sur le site sexandlaw.hypothèse.org. Là, c'est pour consulter le travail de Benjamin Morand-Puech. Et puis, GAGL45.org, ça c'est pour aller retrouver Christophe et son collectif. Merci à vous. Excellente soirée sur France 3. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez appris plein de choses. À très bientôt.